All right, we will be. The International Criminal Court is now in session. The Joint Court Panel International at 08. Please be seated. Voyez-vous asseoir. Microphone, s'il vous plaît. Officer, please call the case. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit de la situation en République des Philippines, situation numéro ICC 0121. Nous sommes en audience publique. Le Président, bonjour à tous. Je suis le juge Marc Perrin de Brichambault. Je préside le présent appel découlant de la situation en République des Philippines. Le collège des juges saisi de cet appel comprend le juge Piotr Hofmanski, la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la juge Solomi Balungi Bossa et le juge Gocha Lord Kipanidze. Je demanderai aux parties et aux participants de bien vouloir se présenter aux fins du compte-rendu, en commençant avec les représentants des Philippines à l'origine de l'appel sur lequel nous nous prononçons aujourd'hui. Je vous en prie, allez-y. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous ici dans la salle d'audience. Le gouvernement des Philippines est aujourd'hui représenté par son Excellence l'ambassadeur Eduardo Malaya, le conseil Jari Osias, le conseil Marissar Ivi. Nous avons également Sarah Cruz du bureau du solliciteur général aux Philippines et je suis Sarah Bafadel, conseil externe assistant en l'espèce. Le président, merci beaucoup. Puis-je demander au bureau du procureur de bien vouloir présenter son équipe? Monsieur Steinberg, bonjour Monsieur le Président. L'accusation est représentée par le substitut du procureur Colin Black. Derrière moi, Inbal Jalowski. Et derrière moi, à la droite, Robin Croft. Et je suis premier substitut du procureur, Anton Steinberg. Je vous remercie. Le Président, merci beaucoup. Puis-je demander aux représentants légaux des victimes et du bureau du Conseil public pour les victimes de bien vouloir se présenter? Merci, Monsieur le Président. Le bureau du Conseil public est représenté par Ludovica Vetruccio et par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Je crois que la section des participations des victimes et des réparations est présente. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Good morning, Your Honor. Bonjour, Monsieur le Président, pour la section des participations des victimes et des réparations. Soraya Briki et Alexandra David, le Président. Très bien, merci beaucoup. La Chambre d'appel fait connaître son arrêt relatif à l'appel interjeté par la République des Philippines de la décision de la Chambre préliminaire 1 du 26 janvier 2023, décision intitulée Demande d'autorisation en vertu de l'article 18.2 du statut, donc demande d'autorisation de reprendre l'enquête. J'appellerai cette décision la décision contestée. Le présent résumé de l'arrêt écrit de la Chambre d'appel ne fait pas foi. L'arrêt écrit, mon opinion dissidente, ainsi que celle du juge Gocha, Lord Kipanidze, qui y sont jointes, seront disponibles et notifiées après cette audience. Je vais à présent faire un bref rappel de la procédure d'appel. Le 17 mars 2018, les Philippines ont annoncé qu'elles se retiraient du statut de Rome en date du 17 mars 2019, conformément à l'article 127.1 du statut. Le 24 mai 2021, en vertu de l'article 15.3 du statut, le procureur a demandé à la Chambre préliminaire l'autorisation de commencer une enquête dans la situation aux Philippines. Le 15 septembre 2021, la Chambre préliminaire a rendu une décision autorisant l'ouverture de l'enquête du procureur. Le 18 novembre 2021, le procureur a informé la Chambre préliminaire qu'il avait reçu une demande de sursis des Philippines en vertu de l'article 18.2 du statut. Le 24 juin 2022,
Le procureur a présenté à la Chambre préliminaire une requête afin d'être autorisé à reprendre son enquête dans la situation aux Philippines en vertu de l'article 18.2 du statut. Le 26 janvier 2023, la Chambre préliminaire a rendu la décision contestée, faisant droit à la demande du procureur de reprendre ses travaux d'enquête sur la situation aux Philippines, conformément à l'article 18.2 du statut. Le 13 mars 2023, les Philippines ont déposé leur mémoire d'appel, dans lequel ils ont soulevé les 4 moyens d'appel suivants. Premièrement, les Philippines allèguent que la Chambre préliminaire a commis une erreur en concluant que la Cour avait compétence, au motif que les Philippines étaient un État partie au moment où les crimes allégués auraient été commis, et ce, en dépit de leur retrait ultérieur du statut. Deuxièmement, les Philippines allèguent que la Chambre préliminaire a commis une erreur en renversant la charge de la preuve dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 18. Troisièmement, les Philippines allèguent que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit dans son application de la norme juridique applicable à l'espèce, en exagérant le degré de chevauchement requis au sens de l'article 18, ce qui a invalidé la totalité de son évaluation de la recevabilité. Les Philippines se réfèrent également à un certain nombre d'erreurs dans les conclusions de la Chambre préliminaire s'agissant de certaines procédures nationales et du degré de chevauchement de celles-ci avec l'enquête de la Cour. Quatrièmement, les Philippines allèguent que le fait que la Chambre préliminaire ait conclu qu'elle n'était pas persuadée que les Philippines déployaient un effort réel ou véritable pour mener à bien des enquêtes et des poursuites n'est pas basé sur une réelle évaluation et que la Chambre préliminaire n'a pas pris en compte l'absence de gravité. Les Philippines sollicitent l'infirmation de la décision contestée. Avant d'en arriver au fond, à l'examen sur le fond, j'aimerais indiquer que la Chambre d'appel à la majorité le rejette et que la décision contestée est ainsi confirmée. Je vais à présent traiter de l'examen sur le fond de l'appel et des conclusions de la Chambre d'appel. Au titre du premier moyen d'appel, les Philippines allèguent que la Chambre préliminaire a commis une erreur en concluant que la Cour pouvait exercer sa compétence malgré le retrait des Philippines du statut. Les Philippines font également prévaloir leur droit d'invoquer cet argument en appel, puisque la décision contestée contient une conclusion affirmative relative à la compétence de la Cour, fondée sur la qualité d'État partie au statut de Rome des Philippines à l'époque des crimes allégués. La majorité des juges de la Chambre d'appel, le juge Lord Kipalizé et moi-même étant en désaccord, conclut que les Philippines mettent en avant les erreurs alléguées d'une manière qui rend imprécise tant la nature de l'exception qu'elles opposent que le fondement juridique sous-tendant l'exception. La Chambre d'appel constate à la majorité que la décision contestée ne constitue pas une décision sur la compétence au sens de l'article 82.1a du statut. Bien que la Chambre préliminaire ait abordé la question de la compétence d'une manière générale, la décision contestée n'est pas une décision sur la compétence. Contrairement aux affirmations des Philippines, les conclusions de la Chambre préliminaire, notamment celles qui ont trait à la compétence de la Cour pour connaître de la situation et aux effets du retrait des Philippines du statut, ne constituent pas une conclusion affirmative relative à la compétence qui serait intimement liée à sa décision sur la recevabilité. En effet, la Chambre préliminaire a simplement rappelé et réaffirmé les conclusions relatives à la compétence auxquelles elle est parvenue dans sa décision autorisant l'ouverture de l'enquête au titre de l'article 15 du statut. Par ailleurs, la question de l'impact du retrait des Philippines du statut sur la compétence de la Cour
n'a été ni soulevé en bonne et due forme, ni suffisamment débattu devant la chambre préliminaire. En conséquence, la majorité des juges de la chambre d'appel, le juge Lord Kipanidze et moi-même étant en désaccord, ne peut se prononcer sur ce point dans l'appel des Philippines. La majorité de la chambre d'appel, le juge Lord Kipanidze et moi-même étant en désaccord, rejette donc le premier moyen d'appel des Philippines. As a result of the dissenting opinion of Judge À la suite de l'opinion dissidente du juge Lord Kipanidze et de moi-même, en ce qui concerne le premier moyen d'appel, les moyens d'appel suivants ne sont examinés que par la majorité de la Chambre d'appel. and there's a second round of Dans le deuxième moyen d'appel, pretrial chamber les Philippines allèguent que la Chambre préliminaire a commis une erreur en renversant la charge de la preuve qui incombait à l'accusation dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 18. À l'appui, les Philippines font valoir que dans une procédure au titre de l'article 18, le procureur, en tant que partie requérante, a la charge de la preuve. C'est en effet parce que l'État n'est pas la partie qui recherche à modifier le statu quo. Le procureur cherche plutôt à obtenir une décision préliminaire concernant la recevabilité pour mettre fin à son report continu après avoir reçu une demande de report de la part d'un État. La majorité rappelle que l'article 18.2 du statut prévoit qu'un État peut informer la Cour qu'il enquête ou a enquêté sur les personnes concernées et demander un report. La majorité rappelle en outre que la règle 53 du règlement exige de l'État qui demande un report qu'il fournisse des renseignements sur son enquête. La majorité note qu'en informant la Cour qu'il mène ou a mené une enquête et en demandant un report, l'État concerné allègue un fait. La majorité est d'avis que les textes juridiques de la Cour placent la charge de la preuve dans les procédures au titre de l'article 18 sur la partie qui cherche à établir l'existence d'un fait. Il incombe donc à l'État d'établir les faits à l'appui de cette affirmation. Rappelant la règle 54.1 du règlement, la majorité note que lorsque le procureur saisit une chambre préliminaire d'une demande de décision au titre de l'article 18.2 du statut, la chambre préliminaire, pour statuer sur la demande du procureur, s'appuie sur les informations que l'État a initialement fournies au procureur. Par conséquent, la charge de fournir des informations pertinentes pour la détermination de la chambre préliminaire au titre de l'article 18.2 continue d'incomber à l'État qui demande le rapport et l'obligation ultérieure du procureur de communiquer à la chambre préliminaire des informations initialement fournies par l'État à l'appui de sa demande de report n'a pas d'incidence sur la répartition de la charge de la preuve. Pour les raisons qui précèdent, la majorité estime que les Philippines n'ont pas démontré que la Chambre préliminaire avait commis une erreur en imposant la charge de la preuve sur les Philippines pour démontrer que des enquêtes ou des poursuites sont en cours ou ont été engagées. Par conséquent, la majorité rejette le deuxième moyen d'appel. Au titre du troisième moyen d'appel, les Philippines allèguent que la Chambre préliminaire a commis une erreur en appliquant le critère de la même personne, même comportement et la norme élevée d'évaluation du degré de similitude avec les enquêtes menées par le procureur. Ces deux critères étant, selon elles, applicables à des affaires et non à des situations. Les Philippines fournissent un certain nombre d'exemples de procédures nationales qui, selon elles, ont été évaluées de manière erronée. La majorité rappelle la jurisprudence de la Chambre d'appel selon laquelle toute enquête, quel qu'en soit le stade, comporte certains paramètres déterminants. La majorité est d'avis
que, aux fins des exceptions d'irrecevabilité au titre de l'article 18 du statut, un État est tenu de démontrer que les mêmes groupes ou catégories d'individus font l'objet d'enquêtes et de poursuites internes en rapport avec la criminalité pertinente. Donc il s'agit des mêmes groupes et des catégories d'individus par rapport aux crimes pertinents, y compris les schémas et les formes de criminalité dans le cadre d'une situation. Les procédures pénales nationales doivent refléter suffisamment l'étendue de l'enquête envisagée par le procureur. La Chambre d'appel observe que l'évaluation d'une chambre préliminaire dans ce contexte est une enquête largement fondée sur les faits. La majorité note qu'en l'espèce, les paramètres généraux de la situation ont été définis par la décision rendue par la Chambre préliminaire au titre de l'article 15 et par la notification adressée par le procureur aux Philippines au titre de l'article 18.1 du statut, et que ces paramètres étaient suffisamment précis pour permettre aux Philippines de fournir des informations relatives à leurs enquêtes internes et poursuites internes au titre de l'article 18.1 du statut et pour démontrer le degré de similitude des situations. La Chambre préliminaire a indiqué qu'elle avait examiné si les enquêtes et les poursuites menées par les Philippines au niveau national portaient sur les mêmes personnes et essentiellement le même comportement que les enquêtes menées devant la Cour. La majorité note que la Chambre préliminaire a toutefois reconnu que son évaluation devait être effectuée dans le contexte d'une situation spécifique et en tenant compte des différents types d'enquêtes. En outre, dans son application du critère, la Chambre préliminaire a examiné si les Philippines avaient démontré, premièrement, qu'elles enquêtaient et poursuivaient effectivement les mêmes groupes ou catégories d'individus en relation avec la criminalité pertinente dans le cadre de la situation, c'est-à-dire les crimes liés à la campagne de guerre contre la drogue. Deuxièmement, qu'elle avait entrepris des mesures d'enquête tangibles, concrètes et progressives dans leurs enquêtes et procédures. Et troisièmement, que leur enquête et poursuite interne reflétaient suffisamment le contenu de la notification de l'article 18.1 par laquelle l'accusation a notifié à l'État concerné l'ouverture d'une enquête ainsi que sa portée. À la lumière de ce qui précède, la majorité estime que dans son évaluation de la complémentarité dans le contexte de l'article 18.2 du statut, la Chambre préliminaire a correctement évalué s'il existe un processus avancé d'enquête ou de poursuite nationale des mêmes groupes ou catégories d'individus en relation avec la criminalité pertinente dans le cadre de la situation qui reflète suffisamment celui de l'accusation, en tenant compte du stade d'une situation ainsi que des circonstances et paramètres spécifiques de la situation aux Philippines. Par conséquent, la majorité estime que la Chambre préliminaire n'a pas commis d'erreur de droit. Les Philippines allèguent un certain nombre d'erreurs dans les conclusions de la Chambre préliminaire sur des procédures internes spécifiques et sur le degré de chevauchement avec l'enquête de la Cour. En ce qui concerne l'évaluation et le rejet par la Chambre préliminaire des informations soumises pour étayer les enquêtes des Philippines, les Philippines allèguent que la Chambre préliminaire a imposé à tort un seuil élevé développé dans le contexte de l'article 19. Pour les raisons exposées en détail dans l'arrêt, la majorité estime que les Philippines n'ont pas réussi à démontrer que la Chambre préliminaire avait commis des erreurs dans la décision contestée.
En ce qui concerne l'évaluation de la Chambre préliminaire concernant les contours de l'enquête, les Philippines allèguent que la Chambre préliminaire a imposé un degré de similitude avec les enquêtes de l'accusation qui ne peut raisonnablement exister au titre du stade de l'article 18 où les contours des enquêtes de l'accusation concernant une affaire spécifique ne sont pas définis et ne sont pas clairs. Pour les raisons exposées en détail dans l'arrêt, la majorité estime qu'en ne montrant pas les cas dans lesquels la Chambre préliminaire avait appliqué un seuil ou un critère erroné, les Philippines n'ont pas réussi à démontrer l'erreur de droit alléguée. Après avoir rejeté les arguments des Philippines concernant l'application du critère de recevabilité prétendument erroné et les exemples de procédures nationales prétendument évaluées de manière erronée, la majorité rejette le troisième moyen d'appel. Au titre du quatrième moyen d'appel, les Philippines allèguent que la conclusion de la Chambre préliminaire selon laquelle, à son avis, les Philippines ne font pas réel effort sincère pour mener à bien des enquêtes et des poursuites n'est fondée sur aucune évaluation réelle. La majorité n'est pas d'accord pour dire que la conclusion de la Chambre préliminaire selon laquelle aucun effort réel ou sincère n'a été fait soit une conclusion sur la volonté et la capacité des Philippines à mener à bien des enquêtes. Cette conclusion de la Chambre préliminaire doit être considérée à la lumière de l'approche en deux étapes que la Chambre préliminaire a appliquée, qui l'oblige à évaluer la volonté et la capacité des autorités nationales à mener à bien véritablement des enquêtes ou des poursuites, uniquement si elle constate d'abord que les enquêtes ou des poursuites étaient en cours ou avaient été engagées. En l'espèce, la Chambre préliminaire a conclu que les deux questions recevaient une réponse négative. Par conséquent, la question de la mauvaise volonté ou de l'incapacité ne se posait pas. Les Philippines soutiennent également que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la gravité potentielle des affaires potentielles dans le cadre de la situation des Philippines. La majorité note toutefois que la Chambre préliminaire a examiné les arguments des Philippines sur la gravité et a limité ses conclusions aux arguments effectivement soulevés par les Philippines. La majorité ne trouve pas d'erreur dans l'approche de la Chambre préliminaire consistant à n'examiner que des questions de gravité que les Philippines avaient effectivement soulevées devant elles. Par conséquent, la majorité rejette les arguments des Philippines relatifs à la gravité. La majorité rejette le quatrième moyen d'appel dans son intégralité. Je vais maintenant résumer l'opinion décidante du juge Lord Kipanidze et de moi-même et je vais à présent passer à la langue française. Donc, vous allez peut-être devoir mettre des écouteurs. Dans le jugement d'aujourd'hui, la majorité de la Chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel soulevé par les Philippines dans leur mémoire d'appel. De son point de vue, étant donné que, premièrement, la décision contestée ne constitue pas une décision relative à la compétence, deuxièmement, que la question de l'effet du retrait des Philippines du statut sur la compétence de la Cour n'a été ni correctement soulevée et discutée devant la Chambre d'appel, ni adéquatement soulevée en appel. La Chambre d'appel ne peut pas examiner l'appel des Philippines sur ce point.
Le juge Lord Kipanidze et moi sommes respectueusement en désaccord avec la majorité. Nous considérons que le premier moyen d'appel est admissible et aurions examiné son bien-fondé et nous y aurions fait droit. Nous estimons que la Chambre d'appel est saisie à juste titre de l'exception d'incompétence soulevée par les Philippines, étant donné, premièrement, que la décision contestée contient en fait une conclusion sur la compétence, et deuxièmement, que les Philippines soulèvent à juste titre une erreur dans cette conclusion. En premier lieu, à notre avis, la question de compétence soulevée dans le mémoire d'appel est une question concrète qui a été soulevée dans le contexte de la décision contestée. Conformément à l'invitation de la Chambre préliminaire, les Philippines ont déposé leurs observations sur la requête du procureur au titre de l'article 18 en soulevant inter alia des questions relatives à la compétence de la Cour. Les Philippines ont notamment présenté les arguments relatifs à l'absence alléguée de compétences matérielles de la Cour, à l'absence de gravité des crimes constitutifs, ou encore un argument plus général sur la souveraineté des États. La Chambre préliminaire a abordé en tant que question préliminaire plusieurs contestations générales de la compétence de la Cour soulevées par les Philippines dans ses observations, et elle a formulé une conclusion spécifique sur les effets du retrait des Philippines sur la compétence de la Cour, bien que les arguments des Philippines ne concernaient pas expressément l'effet de leur retrait du statut. Contrairement à la conclusion de la majorité, nous estimons que la décision contestée conclut donc sur la compétence et que cette conclusion fait partie intégrante de la décision et qu'elle en constitue le fondement. En tant que tel, nous aurions donc, le juge Lord Kipanidze et moi-même, abordé le bien-fondé des arguments des Philippines contestant la compétence de la Cour. En outre, nous estimons que la question fondamentale de la compétence de la Cour devrait être résolue dès que possible. Lorsqu'un aspect de la compétence de la Cour est dûment contesté, cette dernière doit, à la première occasion, s'assurer qu'elle est compétente. C'est particulièrement le cas en l'espèce, où les Philippines ont contesté concrètement la compétence de la Cour à la suite de leur retrait du statut. Cette approche est, à notre avis, cohérente avec le récent arrêt de la Chambre d'appel dans la situation en République islamique d'Afghanistan, dans laquelle elle avait examiné l'étendue de la compétence de la Cour dans le cadre d'un appel découlant d'une procédure au titre de l'article 18 du statut. Bien que la Chambre préliminaire ait déjà rendu des conclusions sur la compétence dans la décision au titre de l'article 15, auquel il est fait référence dans la décision contestée, l'article 15 du statut ne prévoit pas la participation de l'État concerné à la procédure pertinente. En conséquence, les Philippines n'étaient ni parties ni participants à la procédure prévue à l'article 15 dans cette situation. Ce n'est que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 18.2 que les Philippines ont eu la possibilité de soulever des questions relatives à la compétence de la Cour. Bien que les arguments qu'ils ont présentés ne portent pas expressément sur le retrait du statut, la Chambre préliminaire s'est prononcée sur cette question dans la décision contestée. De ce fait, nous considérons que la contestation des Philippines concernant la compétence de la Cour est soulevée à juste titre en appel et que la Chambre d'appel aurait dû l'examiner au fond. En deuxième lieu, les Philippines soutiennent que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en concluant que la Cour pouvait exercer sa compétence sur la base du fait que les Philippines étaient un État partie à l'époque des crimes allégués et que les obligations qui en découlent du statut de Rome restent applicables nonobstant le retrait des Philippines du statut. Une lecture globale des articles 12, 13, 15, 18.1 et 127 du statut nous amène à considérer qu'il existe une distinction entre l'existence d'une compétence et la capacité de la Cour à exercer cette compétence,
et que les conditions préalables à l'exercice de la compétence de la Cour, telles qu'elles sont énoncées à l'article 12 du statut, doivent exister au moment où la compétence est déclenchée en vertu de l'article 13 du statut. L'article 12.2 du statut, lu conjointement avec les articles 13C et 15 du statut, dispose que lorsque le procureur a ouvert une enquête proprio motu concernant un crime relevant de la compétence de la Cour, conformément à l'article 15 du statut, la Cour peut exercer sa compétence si un ou plusieurs États, des États concernés, sont partis au présent statut et ont accepté la compétence de la Cour conformément à l'article 12.3 du statut. À notre avis, le libellé de cette disposition indique que le moment approprié pour déterminer si les conditions préalables de l'article 12 du statut sont remplies est celui où la Cour envisage d'exercer sa compétence et non celui où les crimes ont été prétendument commis. En d'autres termes, les conditions préalables à l'exercice de la compétence de la Cour doivent exister au moment où la compétence est déclenchée conformément à l'article 13 du statut, ce qui, dans le scénario prévu à l'article 13C du statut, se produit certainement lorsque la chambre préliminaire autorise l'enquête conformément à l'article 15.4 du statut. En gardant à l'esprit que le statut de Rome est à la fois un traité international et un code pénal international, deux intérêts concomitants peuvent être discernés lorsqu'un État se retire du statut. L'article 127 du statut garantit aux États parties le droit de se retirer du statut. À cet égard, nous considérons qu'il s'agit bien d'un droit fondamental des États de décider s'ils veulent être liés par un traité ou non. Nous sommes également conscients de l'objectif fondamental du statut, à savoir mettre fin à l'impunité. Il existe un risque évident de tension entre ces deux considérations concurrentes. En effet, il existe un risque qu'un État utilise son droit de se retirer du statut afin de soustraire certaines personnes aux poursuites de la Cour. Nous estimons que le statut établit un juste équilibre entre ces considérations concurrentes et prévoit une procédure qui permet à la Cour de prévenir tout abus du droit de retrait de l'État. L'article 127.1 du statut stipule que le retrait prend effet 1 an après la date de réception de la notification. Par conséquent, le procureur doit tout mettre en œuvre pour déclencher la compétence de la Cour d'une manière qui ne porte pas atteinte au droit d'un État de se retirer du statut. Nous sommes d'avis qu'une année est une durée suffisante pour que le procureur mène son examen préliminaire et demande à une chambre préliminaire d'autoriser l'ouverture de l'enquête et pour que la chambre préliminaire se prononce sur cette demande. Le statut donne ainsi à la Cour la possibilité d'affirmer sa compétence. Toutefois, il respecte également le droit des États de se retirer du statut et prévoit donc des limitations à ce pouvoir de la Cour. Sans ces limitations, la compétence de la Cour s'étendrait dans une mesure qui défierait les assurances et les garanties données aux États dans le statut. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur l'ensemble du système de la Cour. En l'espèce, le procureur n'ayant pas déclenché la compétence de la Cour avant que le retrait ne prenne effet, les Philippines ont réaffirmé ce qu'elles considéraient comme leur compétence principale. Lorsque l'ancienne procureure a présenté sa demande d'autorisation d'enquête le 24 mai 2021, les Philippines n'étaient plus parties au statut, leur retrait ayant pris effet le 17 mars 2019. Il convient en outre de noter que la Chambre préliminaire a rendu sa décision au titre de l'article 15.4 autorisant l'ouverture de l'enquête du procureur
le 15 septembre 2021, soit plus de 2 ans après la prise d'effet du retrait des Philippines. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 127.2 du statut, nous considérons que les examens préliminaires du procureur ne sont pas une question soumise à l'examen de la Cour au sens de l'article 127.2 du statut et qu'une situation n'est soumise à l'examen de la Cour qu'à partir du moment où la Chambre préliminaire autorise l'ouverture d'une enquête sur cette situation. Cela est dû à la nature informelle des examens préliminaires qui n'ont pas un poids suffisant pour engager la compétence de la Cour en l'absence d'une autorisation formelle d'une chambre préliminaire d'ouvrir une enquête conformément à l'article 15 du statut. Nous considérons que la dernière phrase de l'article 127.2 du statut ne peut donc être évoquée pour étendre le pouvoir du procureur de soumettre une demande en vertu de l'article 15.3 au-delà du moment où le retrait est devenu effectif. De manière cruciale, l'interprétation de l'article 127.2 du statut, tel que défendu par le procureur, ne peut être conciliée avec les principes de la Convention de Vienne sur le droit des traités et avec l'intention des rédacteurs du statut, car cette interprétation viderait l'article 127 de son sens en permettant de déclencher indéfiniment la compétence de la Cour. À notre avis, l'article 127 du statut est contenu dans les clauses finales au chapitre 13 du statut. Les dispositions contenues dans cette partie ne peuvent pas modifier le régime juridictionnel qui a été soigneusement élaboré dans le chapitre 2 du statut. Pour ces raisons, le juge Lord Kipanidze et moi-même, considérant que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en concluant que la Cour est compétente pour connaître de la situation aux Philippines malgré le retrait de l'État. En conséquence, nous aurions fait droit au premier moyen d'appel des Philippines et constaté que la Cour ne peut exercer sa compétence dans la situation des Philippines. Par conséquent, nous aurions considéré que les autres moyens d'appel sont sans objet. Nous aurions demandé également à la Chambre préliminaire de retirer son autorisation pour l'enquête du procureur et de mettre fin à toute procédure dans cette situation. For these reasons, pour ces motifs et pour les motifs exposés plus en détail dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel, à la majorité, le juge Lord Kipanidze et moi-même étant en désaccord, rejette l'appel et confirme la décision contestée. Ceci nous amène à la fin du résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel. La lecture de ce jugement, de cet arrêt, a lieu en ce 20e jour d'anniversaire de la signature du statut de Rome. Et cela démontre la continuation et l'objectif de mettre à bien ces efforts ambitieux et affirme les valeurs de justice à toutes les personnes qui l'ont signé. Donc je tiens à remercier les sténotypistes, les interprètes et les autres membres du personnel du greffe pour l'aide précieuse qu'ils ont apportée à la tenue de cette audience. L'audience est levée.